La dernière fois, nous sommes arrêtés aux contraintes intégrées, qui s'appellent en fait les contraintes généralisées ou des efforts internes, c'est la même chose, et c'est l'équivalent du torseur des actions internes pour les poutres. Alors, on avait fait complètement, il me semble, je vous avais montré tout ce qui pouvait s'appliquer sur cette petite facette rose d'un volume élémentaire. C'est un volume élémentaire qui a deux en fait, dimensions qui sont très petites, hein, qui sont dx2 et dx1, et une dimension qui n'a rien de petit, puisque ça, c'est l'épaisseur en fait, de la plaque. Alors, elle est petite, cette épaisseur, par rapport aux grandes dimensions de la plaque, aux autres deux dimensions de la plaque, mais néanmoins, elle est très grande par rapport aux infinitésimaux qui sont ici dx1, dx2. Sur ce volume donc, élémentaire, on regarde ce qui se passe donc, sur une surface donc, qui a pour normale L1, et on va calculer la résultante des efforts. Mais ce qu'on cherche, en fait, ce sont des résultantes d'efforts par unité de longueur. Donc, on va calculer une résultante qui va être en réalité non pas R1, mais R1 fois dx2, puisque R1 deviendra du coup une résultante d'efforts par unité de longueur. Donc, c'est ce qu'on a fait la dernière fois, et on a simplement appliqué ce que vous avez déjà vu plusieurs fois en troisième année, en MSOL, donc qui est de intégrer le vecteur contrainte sur la surface élémentaire, sur la surface, pardon. La surface élémentaire étant représentée ici par le petit dA qui est là. Et on va considérer que tout est constant suivant cette largeur-là, mais par contre, on va avoir des variations possibles suivant x3, donc suivant L3. Donc c'est pour ça que la surface dA ici a une petite hauteur qui fait dx3. Cette petite hauteur ici, on va la retrouver multipliée par dx2, et ça en fait, dx2 fois dx3, c'est ni plus ni moins que dA1. Voilà, donc ça nous a permis de définir ce que c'était que cette résultante par unité de longueur R1, et on a ensuite défini N11, qui est l'intégrale de sigma 11 dx3. On a décomposé en fait les composantes de R1 en une intégrale, deux intégrales, trois intégrales, qu'on a nommées. N11 c'est la première, N21 la deuxième, et Q31, donc qui se passe effectivement par rapport à l'épaisseur, donc sigma 31 dx3, qui va permettre d'avoir un effort par unité de longueur, mais transversal. Donc ma résultante des efforts internes suivant la surface de normale L1, eh bien, elle vaut N1, 1, L1, plus N2, 1, L2, plus Q3, 1, L3, dx2. Ça, c'est le point auquel on était arrivé la dernière fois. Bien sûr, on peut faire la même chose sur, cette fois-ci, une facette de normale L2. Donc, on va tout réécrire, mais cette fois-ci sur cette facette-là. Et on va appeler la résultante par unité de longueur des efforts internes en M, on va l'appeler, suivant cette direction-là, suivant cette facette, R2. Donc, cette fois-ci, c'est R2 dx1, qui devient un effort en newton. Donc, R2, ce sont des newtons par millimètre, si on est en millimètres, par longueur. Et on va dire, comme la dernière fois, que c'est l'intégrale du vecteur contrainte sur cette facette. Et sur cette facette, ben, le vecteur contrainte, c'est sigma 1,2, sigma 2,2, sigma 3,3. L'élément de surface est dx3, dx1, et on en déduit donc que R2, c'est cette intégrale-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, on a fait une suppression des dx1 ici pour avoir en fait une résultante par unité de longueur. Encore une fois, on va avoir de nouvelles définitions, entre autres n22 qui va être l'intégrale de sigma 22, n12 qui va être l'intégrale de sigma 12, mais si vous regardez bien, c'est la même chose que l'intégrale de sigma 21 parce que sigma est symétrique, puisque en fait le tenseur des contraintes est symétrique. Donc on va avoir systématiquement n12 qui est égal à n21. Et puis on a q32 qui est l'intégrale de moins h sur 2 à plus h sur 2 de sigma 32 dx3. Donc ma résultante suivant la facette 2, alors ça commence à se complexifier un petit peu, hein. On a donc en fait la première composante, c'est N1,2 porté par L1, plus N22 porté par L2, et plus Q32 porté par L3 fois dx1. J'ai rappelé le dx1 ici, c'est histoire de faire une résultante en effort, hein. Donc à chaque fois j'ai une résultante en effort ici. Et si vous enlevez le dx1, vous avez des résultantes en effort par unité de longueur. Voilà, donc ici, c'est surtout des définitions au niveau du nommage des composantes, tout comme on avait nommé les composantes du torseur des actions internes des poutres, N1, T2, T3, M1, M2, M3. Alors là où ça va se compliquer, c'est quand on va faire les résultantes en moment. Donc cette fois-ci, on repart sur la facette donc, de normale L1. Et le moment
interne par unité de longueur, on va l'appeler C1. C'est le couple qui est ici, là, C1, c'est un vecteur. Donc c'est un moment par unité de longueur, ce qui veut dire que ici son unité, ce sont des newtons par mètre divisé par des mètres, donc ce sont des newtons en fait. C1, les couples sur les plaques sont en newtons, puisque c'est des newtons par mètre divisé par des mètres. Donc ça, la définition, on reprend la définition, c'est l'intégrale de MP. Alors MP, c'est le point sur lequel je suis en train de faire mon équilibre en moment. Voilà, ma résultante en moment, pardon. P, c'est un point qui se balade ici dans ma surface. Et donc ces composantes, ça va être simplement x3, puisque ici, je vous ai dit que tout était pareil suivant cette largeur-là. Donc P n'a à se balader que suivant x3, comme ça. Voilà, ça c'est mon point P qui va se balader suivant cette perpendiculaire à L2. Et je fais le produit vectoriel et j'obtiens C1 qui vaut moins x3 sigma de 1 et plus x3 sigma 1 et 0. Et encore une fois, on va obtenir des définitions. On va poser que cette première composante-là, alors à un signe près, c'est l'intégrale de x3 sigma de 1 dx3. Et la deuxième composante qui est là, ça va être M11 qui va être l'intégrale de x3 sigma 11 dx3. Alors notez au passage que ce signe moins qui est là, certains auteurs le prennent en compte dans la définition de M2.1. Donc ça peut éventuellement changer les formules que vous allez trouver sur les plaques suivant l'ouvrage que vous allez utiliser. Donc ça c'est un piège en fait, ça dépend de la convention qu'ont pris les auteurs. Ici on va systématiquement prendre la convention que M2.1 c'est ce terme-là, voilà, sans le signe moins, ce qui fait que vous allez retrouver le M2.1 ici avec un moins devant, parce que effectivement C1 c'est bien moins x3 sigma de 1 porté par L1. Alors vous voyez que ça commence à devenir un peu plus compliqué quand même, puisque le couple par unité de longueur C1, donc qui est relatif en fait à la facette de normale L1, eh bien il vaut moins M21 porté par L1, M11 porté par L2, donc là ça n'a plus rien d'intuitif, et bien sûr il n'y a aucune composante suivant L3. Donc là j'ai mis un petit point d'exclamation parce que c'est le genre de formule qu'il est difficile de retenir sans se tromper, donc celle-là doit faire partie de votre formulaire si vous en constituez un pour les examens. On va faire exactement la même chose maintenant pour la facette de normale L2. On va calculer le couple par unité de longueur sur cette facette. Alors, ça va être exactement la même chose. Pardon, il est là. Et bon, je ne vous le détaille pas tout, mais on va trouver qu'effectivement, cette fois-ci, on va avoir moins M22, cette fois-ci suivant L1, plus M12 suivant L2, et 0 suivant suivant L3. Donc voilà la différence entre les deux. On a changé simplement de facette. Et puis, on retrouve une symétrie également. On retrouve que M12 est égal à M21. Donc, on appellera ce terme-là systématiquement M12 et pas M21. Ce qui fait que pour ces deux, on a bien moins M22 L1 plus M12 L2 et rien suivant L3. Il n'y a aucun couple suivant L3. Alors ça, c'est une conséquence. Ça veut dire qu'on ne pourra pas calculer, par exemple, des plaques qu'on essayerait de tordre dans l'épaisseur, donc de faire un cisaillement dans l'épaisseur. Ça ne sera pas possible. Donc, on aura uniquement des couples par unité de longueur, donc suivant le plan moyen L1, L2. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions. Pas de questions, on passe à la suite. Donc, si je résume, donc là c'est un énorme résumé. Ce qui est intéressant de noter ici, dans ce résumé, c'est que c'est la dénomination. Ça, vous l'avez déjà dans les diapos qui sont juste avant. La dénomination, tout ce qui va se passer en effort au niveau donc, du plan L1, L2, on va appeler ça des efforts de membrane. Donc, il faut retenir ce terme, effort de membrane. Tout ce qui se passe en fait comme effort dans le sens transverse, c'est-à-dire dans le sens de l'épaisseur, on va appeler ça des cisaillements transverses. Et enfin, toutes les composantes en moment, ce sont des composantes de moment de flexion, torsion par unité de longueur. Et donc ça, c'est M11, M22 et M12. Et là, vous avez le résumé de tout ce qui s'exerce comme effort interne résultant et moment couple interne résultant sur mon petit élément de volume que j'ai dessiné précédemment. Donc la composante R1, R2, C1 et C2.
Donc ça, c'est quelque chose même qui doit figurer dans un formulaire si vous voulez pouvoir faire des calculs sur des plaques à la main. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme pour les poutres, on va équilibrer ce petit élément. Alors pour les poutres, on avait équilibré un petit élément de tronçon de longueur ds. Ben là, on va équilibrer ce petit élément donc d'épaisseur h et donc de largeur dx2 et dx1. La seule chose qu'on va avoir comme chargement externe possible en fait sur ces plaques, excusez-moi, il faut que je boive, c'est une charge répartie qui s'appelle Q. Donc là, le seul élément externe qu'on va avoir, c'est encore beaucoup plus pardon, restreint que sur les poutres. On va avoir uniquement des densités d'effort sur des surfaces et qui vont s'appliquer sur le plan moyen. Donc par exemple, si on veut prendre en compte le poids de la plaque, eh bien, ça va se traduire par une densité d'effort Q qui va s'appliquer sur le plan moyen. Si on veut mettre en œuvre une pression sur la plaque, ça sera aussi en fait un effort par unité de surface qui s'appliquera sur le feuillet moyen de la plaque. Donc voilà pourquoi en fait le seul élément externe qu'on va avoir, c'est ça. Alors ici, donc je me suis placé, donc j'ai passé mon repère en M et je fais faire tous mes calculs de résultante et d'équilibre du coup au point O, donc qui est au centre de mon petit élément de volume. Donc la seule composante externe, je l'ai représentée ici, là, et c'est QDA, qui est donc sur ce feuillet. Après, Q n'est pas forcément normal à la plaque, hein. Il peut y avoir, en fait, il peut être dans le plan de la plaque, il peut être normal, mais pas que, voilà. Donc je vais équilibrer maintenant ce petit élément de volume. J'ai mis ici les composantes des points A, B et C, sachant que M étant 0, 0 par rapport, donc, puisque c'est l'origine du repère. Donc si je vais en A, par exemple, mon abscisse va se déplacer de dx1 pour pouvoir par rapport à M. Et j'ai la même composante xm2 que M ici. Allez, on y va. Alors, on a donc un petit élément de volume. Ce petit élément de volume, il vaut h dx1 dx2. Et on va regarder les résultantes qui s'exercent en fait suivant les différents segments, puisque ici tout va être ramené au point O, et donc vu que j'ai tout intégré dans l'épaisseur, ça va tout se ramener sur le plan moyen, donc finalement sur les segments MC, CB et AB. Donc sur la face qui comprend en fait MC, de normale, alors cette face-là, si on regarde bien, sa normale, MC elle est derrière, donc sa normale sortante c'est moins L1. Voilà pourquoi il y a un moins ici, hein. La normale sortante de MC c'est moins L1. Eh bien, je vais avoir comme moment et comme effort résultant, par unité de longueur, moins R1 dx2 et moins C1 dx2. Le moins ici vient du fait que j'ai un moins L1 en fait, hein. Donc du coup, je vais avoir le signe moins qui va se retrouver sur mon moment et mon effort. Sur la face qui comprend MA, donc c'est la face qui est ici, là, donc je vous la dessine, elle est comme ça, hop. Et bien sur cette face-là, je vais avoir moins R2 dx1 et moins C2 dx1. Le dx1, en fait, c'est parce que, n'oubliez pas, mes efforts et mes coupes sont par unité de longueur. Donc si je veux équilibrer en effort et en moment, il faut bien que je multiplie par dx1. Pareil, cette face-là a pour normale moins L2. On le voit ici, moins L2. Ensuite, ça se complique un petit peu sur la face qui comprend BA. Donc la face qui comprend BA, en fait, je vais pareil avoir une résultante en effort multipliée par dx2 pour avoir vraiment un effort, mais je vais en fait avoir une résultante qui va s'augmenter de d2r1. d2r1 et qui se décompose en réalité en d2r1 sur dx1 fois dx1. Donc cette chose-là, là, c'est l'incrément en fait supposé donc de mon effort interne par unité de longueur. Et pour le couple, eh bien c'est exactement pareil. Je vais avoir un couple C1, mais qui va s'augmenter en fait d'un incrément d de C1. Tout ça, c'est multiplié par dx2, hein, bien sûr, toujours de la même façon, parce que ce sont des couples et des efforts par unité de longueur également sur cette facette-là, BA. Et sur BC, c'est le même topo. J'ai oublié de vous dire que bien sûr la normale c'était plus L1. Sur PC, c'est la normale qui est plus L2. Et je vais avoir ici donc mon effort résultant augmenté d'une quantité D de R et mon couple résultant par unité de longueur augmenté d'une quantité D de C2. Ok,
Donc, la résultante du chargement réparti sur le plan moyen, eh bien, je n'ai pas besoin de l'intégrer puisque je vais considérer qu'elle est constante sur ce petit élément de volume. Donc, c'est simplement Q dx1 dx2. Alors, je pourrais la faire variable. Hein. Elle pourrait être variable et à ce moment-là, il faudrait intégrer ici Q en fonction de x1 et x2. Une fois que j'ai fait ça, j'ai plus qu'à écrire le principe fondamental de la statique en moment au point O, que j'ai oublié de nommer ici d'ailleurs, et en effort. Et j'obtiens en fait ces équations-là. Donc ce sont des équations vectorielles. Alors, c'est pas très très compliqué à faire. Je vais vous en faire juste une, histoire de voir ce que ça peut donner. Donc je vais partager cette fois-ci l'iPad. Comme d'habitude, comme la première fois, mettez-moi une petite coche verte, hein, si vous voyez bien l'écran de l'iPad, là, s'il vous plaît. Ok. Alors, voilà, on va essayer, par exemple, on va faire l'équilibre en haut, là. On va essayer de retrouver, en fait, l'équation en moment, qui est là-haut. C'est-à-dire d de C1 sur dx1 plus d de C2 sur d de x2 plus L1 vectoriel R1 plus L2 vectoriel R2. Au passage, vous notez que ça ressemble furieusement en fait à l'équation qu'on avait trouvée donc avec les poutres, sauf qu'elle est un petit peu plus compliquée puisque celle-ci elle est dans deux axes. Donc si j'écris mon PFS, en fait, je vais trouver, alors c'est un petit peu long, hein, c'est moins C1 dx2 moins C2 dx1 plus C1, je ne mets plus les vecteurs hein, parce que c'est un peu trop long, d de C1 sur dx1, ça c'est fois dx1 et c'est porté donc par dx2, c'est fois dx2 parce que c'est suivant cette arête-là, plus C2 d de C2 sur dx2, dx2 porté cette fois-ci par dx1. Ensuite, j'ai la partie donc, qui est due au moment qui sont dus aux efforts. Donc là, je suis en dx1 sur 2, parce que je suis au centre en fait de mon petit cube, porté par L1, vectoriel moins R1, ça c'est ce que j'avais sur ma facette, dx2, moins dx2 sur 2, porté par L2, vectoriel moins R2, fois dx2. Excusez-moi, fois dx1. C'est pas encore terminé pour mon équation. Ensuite, j'ai un plus dx1 sur 2, donc toujours porté par L1, vectoriel. Cette fois-ci, R1 plus D2R1 sur dx1 fois dx1, le tout multiplié par dx2 pour avoir des efforts, plus d2x2 sur 2 porté par L2, vectoriel, R2 plus d2R2 sur dx2, dx2, dx1, plus, alors ça c'est la contribution en fait en moment de ma charge répartie, vu que en fait elle est appliquée, donc la charge totale est appliquée en haut, et bien en fait ça va me faire plus 0. Et tout ça c'est égal à 0. Donc ça je suis en train d'écrire l'équilibre des moments en haut. Vous développez tout et vous obtenez d de C1 sur dx1, dx1, dx2. Vous simplifiez, hein. Il y a des termes qui s'annulent. D de C2 sur dx2 fois dx2, dx1, plus dx1, L1, je ne mettais plus les vecteurs là, mais bon, c'est pas grave, vectoriel R1, dx1, dx2, pardon, plus L1 vectoriel d2r1 sur dx1, dx1 carré sur 2 dx2, plus dx2 L2, vectoriel R2 dx1, et
le dernier terme, plus L2 vectoriel d2R2 sur dx2, dx2 carré sur 2 fois dx1. Et tout ça, c'est égal à 0. Alors là, en fait, l'hypothèse qu'on fait, c'est que les termes donc, qui vont faire apparaître des infiniment petits d'ordre 2, voire même d'ordre 3 ici, en fait, on va les négliger. Donc on va négliger ce terme-là et négliger ce terme-là. Du coup, eh bien, si vous regardez bien, je vais obtenir d de C1 sur dx1. La surface dx1, dx2, je la retrouve là. Je la retrouve ici. Je la retrouve là. Et je la retrouve là. Donc, vu que ça, tout ça, ça doit être égal à 0, je peux simplifier par cette surface. Et donc, il va me rester d de C2 sur dx2. Allez, je remets ça pour la fin. Plus L1 vectoriel R1 plus L2 vectoriel R2. Et tout ça, ça doit être égal à 0. Donc voilà l'équilibre en moment, par exemple, d'une plaque quelconque. Des questions sur cette partie-là, avant que je repasse sur le partage de l'autre écran? Non, par contre, est-ce que vous pouvez remontrer juste le résultat caché par vos... Ouais, super. Comme ça? Merci. Ouais. Je laisse quelques instants. Hein. Moi, j'avais une question, s'il vous plaît. Oui? J'ai pas très bien compris le L1 vectoriel R1 et le L2 vectoriel R2. Tu pouvais juste reprendre ça. Alors, sauf que en fait, c'est pas tout à fait ça. Il faut le voir comme ça. Hein. En fait, c'est dx2 L1 vectoriel R1. Tu vois? C'est ça, vectoriel ça. Après ça, le dx2 ici, c'est pour avoir un effort. Donc là, pour avoir un vrai moment. Et en fait, le dx1 sur 2 L1, c'est ni plus ni moins que les coordonnées de mon point O. C'est la composante suivant L1 de O. Ok. Parce que O, Ok, il est au c'est ça. milieu de mon petit cube. Enfin, de mon petit parallépipède, pardon. C'est pas un cube. Hein, Oh, oui, d'accord. Et c'est juste du coup, c'est juste un déport de moment. Ben, je calcule juste le moment dû à l'effort R1 plus D2R1 sur DX1. Ouais, c'est ça. Ok, c'est ça que j'avais pas suivi. Que Et c'est c'était à chaque fois, les c'est la même coordonnées. chose, en fait. À chaque fois, c'est la même chose. Alors, sauf, par exemple, donc pour les facettes, pour les autres facettes qui sont de l'autre côté, bah, du coup, je suis décalé. Mais c'est la même chose. Ok, je vais repartager donc du coup mon écran. Est-ce que donc c'est bon pour tout le monde, je pense là? Oui, ça devrait être bon. Ça marche. Donc, ce que je vois ici, c'est que j'obtiens donc deux équations vectorielles, une en effort et une en moment. Donc là, par contre, j'ai négligé effectivement le terme d'ordre 3. Pour l'équation en effort, que vous pouvez retrouver assez simplement, il n'y a rien à négliger en fait, il n'y a pas de problème là-dessus. Et après, comme pour les poutres, eh bien, je peux exprimer ces deux relations vectorielles dans mon repère local, qui est lié au point M. Et à ce moment-là, bah, je vais retrouver, ça c'est ni plus ni moins que les composantes de Q, qui sont Q1, Q2, Q3. Et puis, je vais avoir quelque chose d'un peu particulier. Je vais voir apparaître, en fait, dans l'équation des moments, les efforts de cisaillement transverse. Mais c'est normal, en fait, on avait déjà la même chose avec les poutres. Hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez dans les équations d'équilibre. On avait, par exemple, D2M3 sur DS plus T2 égale 0. Donc, on retrouve, en fait, la même chose, à quelques signes près, avec les plaques. Voilà, donc ça, ce sont les équations d'équilibre de mes plaques exprimées dans le repère local. Donc pour résoudre un problème, soit vous partez de ces équations-là, soit vous pouvez partir directement des équations vectorielles. Ce sont des équations différentielles. Si vous les intégrez, vous allez trouver toutes les composantes de vos contraintes intégrées, N11, N12, N22, Q31, etc., etc.
Alors, sauf que ce sont des équations différentielles, donc à deux variables, et les intégrer n'est pas vraiment quelque chose de très très simple. Donc, on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Ok, je reprends le cours du diapo. Maintenant, on va regarder ce qui se passe donc à l'extérieur en fait, de ma plaque, c'est-à-dire le PFS. Qu'est-ce qui se passe sur les bords externes de ma plaque pour pouvoir faire des équilibres externes. Alors, ça c'est un exemple que je vous ai mis en démonstration, donc vous le regarderez. Je vous l'explique juste un tout petit peu ici pour que vous puissiez comprendre. J'ai une plaque qui n'est pas forcément de forme rectangulaire. Elle a par exemple ici, vous voyez, donc elle a ici comme normal moins L1 sur cette face-là, moins L2 sur cette face-là, plus L1 sur cette face-là. Par contre, ici, j'ai une normale qui n'est pas suivant un des axes. Donc, c'est une normale que j'ai appelée NB. Et NB a pour composante NB1, NB2 dans le repère local L1, L2, L3. De la même façon ici, j'ai une normale NA qui a pour composante NA1, NA2 dans le repère local. Le RD que j'ai là, en fait, ce sont des efforts par unité de longueur, mais externes, c'est-à-dire ils sont externes à ma plaque, et bah, bien sûr, hein, comme on l'a fait pour les poutres, il va falloir que ces efforts, ou même pour les solides 3D, que ces efforts externes soient égaux aux efforts internes si on veut que ma face soit en équilibre. Donc, je les ai nommés RD1, RD2, RD3 au niveau des composantes. Et de la même façon, alors sur cette portion-là de ma plaque, qui a pour normale NA, là par contre, j'ai mis un moment par unité de longueur, CD1, CD2. Je vous rappelle qu'il n'y a pas de composante suivant L3 possible. C'est pour ça qu'ici, j'ai forcément 0. Donc ça, le petit d veut dire donnée, c'est-à-dire que c'est une donnée externe, hein, c'est le chargement externe de ma plaque. Donc, qu'est-ce qui se passe effectivement quand je suis comme ça et comment je vais pouvoir donc égaler les deux termes entre effort interne et effort externe, moment interne, moment externe. Alors, faites attention, c'est loin d'être évident d'arriver à ce résultat-là, donc c'est pour ça qu'il y a la démo qui est présente sur Moodle. Et ça permet de vous montrer par exemple qu'est-ce qui va se passer pour RD1 et RD2. Alors, RD1 et RD2, je vous rappelle, RD1 et RD2, c'est quelque chose qui est appliqué sur NB ici. Hein. Eh bien, vous allez pouvoir montrer que votre effort externe ici, en fonction des composantes de l'effort interne, eh bien, il vaut une matrice N1, N12, N12, N22 fois la normale NB1, NB2. Donc, du coup, vous allez trouver ce que doit valoir donc, cet effort externe. Si vous regardez bien, si vous avez déterminé N1, N12, N22 en résolvant les équations différentielles précédentes, eh bien, comme d'habitude, ces conditions limites vont vous permettre de trouver les constantes de vos équations différentielles que vous avez résolues. RD3, ben, ici vous avez toujours en fonction de la normale NB1, NB2, vous avez ces Q3,1 et Q3,2 fois NB1, NB2. Donc ici c'est un produit matrice-vecteur, hein, et là pareil, c'est un produit vecteur-vecteur. Donc RD3 c'est Q3,1 NB1 plus Q3,2 NB2. Pour les moments par unité de longueur, c'est un peu plus complexe, parce que si on veut pouvoir écrire la matrice un petit peu sous le même format ici des efforts internes, M11, M12, M12, M22, eh bien, vous avez aussi le vecteur normal qui est écrit sous la même forme, mais par contre, le moment résultant externe, lui, il faut le triturer un petit peu pour qu'il corresponde au moment interne. Et donc, le couple par unité de longueur externe, la composante C21 doit être ici, sur le premier terme en fait de ce pseudo-vecteur, et moins CD1 doit être ici. Donc ça se lit par exemple, moins CD1 égale M11 NA1 plus M12 NA2. Et C22, c'est M11 M12, M11 NA1, M12 MA2. Voilà. Donc ça, faites attention, c'est loin d'être intuitif et d'être évident. Donc il faut bien avoir ça en tête chaque fois que vous faites un équilibre. Après, vous pouvez aussi à chaque fois redémontrer ces relations-là. Les démonstrations, encore une fois, vous les avez sur Moodle. Hein. Donc effectivement, ce qui est noté dessus est important. Ce sont ces équations-là qu'on va utiliser pour trouver les constantes d'intégration des équations dérivées partielles qu'on aura résolues avec les équations 1,5. Ça, je ne vais pas vous le présenter. Vous regarderez aussi les démonstrations. C'est un petit peu long.
Donc c'est simplement un exemple un peu plus concret où on va donner par exemple CD ici, le couple par unité de longueur, il est parallèle à TC, et TC en fait c'est ce vecteur-là, donc c'est un couple par unité de longueur qui est dans ce sens-là, voilà, qui est donné par rapport à ce vecteur-là, et il vaut une constante fois TC. Là vous avez un appui, là vous avez un encastrement de la plaque en AE, vous avez un appui en AB, vous avez un bord libre ici en BC, et vous avez un autre bord libre ici qui est en ED. Voilà. Et ce bord-là, en fait, n'est pas, du coup, il n'est pas du tout libre. Hein. Lui, il y a un coup par unité de longueur qui est appliqué dessus. La normale est donnée ici, ça c'est NC, et la normale TC, c'est ça. Et ici, j'ai une normale qui est 0, 1. Voilà. Donc ça, et l'autre vaut moins 1, 0. Donc c'est un exemple, et dans les planches d'après, eh bien vous voyez en fait comment on va pouvoir voir ce que c'est qu'un bord encastré. Alors un bord encastré, comme d'habitude, bah, je vais avoir un torseur des actions, un torseur externe qui va être complet, donc ça va être que des inconnus. Par contre, le torseur cinématique, lui, va être entièrement connu. C'est-à-dire que je sais que mes déplacements vont être nuls sur ce bord EA, par exemple, et mes rotations vont être nulles. Sur le bord appuyé, c'est un petit peu plus compliqué. Il va falloir que j'ai un effort externe qui va avoir pour composante RD1 et RD2. Et si je reprends les relations que vous avez vues juste avant, eh bien, je vais obtenir ces équations-là. Pour le couple, comme il n'y a pas de couple sur un bord appuyé, eh bien, je vais obtenir que le couple résultant des efforts externes doit être égal à 0. Et donc, ça va me donner encore un autre résultat. Et enfin, eh bien, si vous prenez tout ça en considération, vous allez obtenir finalement que N11 est égal à 0, N12 égale 0, ça c'est sur un bord appuyé, hein, et M11 égale 0 et M12 égale 0. Et par contre, votre inconnu de liaison, ici, ça va être RD3. Et vous avez il vous reste en fait comme équation cinématique à la fin UM3 qui est égal à 0. Voilà, donc ça, c'est par exemple un bord appuyé à prendre en compte comme condition limite. Là, vous avez un bord libre. Le bord libre, c'est assez simple. Hein. Les résultantes doivent être égales à 0, les moments doivent être égales à 0. Voilà, donc sur un bord libre, les conditions que vous avez de manière systématique, c'est que ces composantes-là doivent être nulles en effort par unité de longueur. Ces composantes de moment par unité de longueur-là doivent être nulles. Et vous avez aussi forcément Q32 qui doit être égal à 0 à cause de cette équation-là. Après, les autres termes sont des termes inconnus, donc à déterminer d'une autre façon. Et là, c'est leur surface CD, eh bien là, c'est la prise en compte du couple, c'est ce que je vous ai dit, c'est le plus compliqué parce qu'il faut faire très attention ici, sur le couple externe, en fait, il faut prendre la deuxième composante et moins la première composante qui est égale, en fait, à cette matrice ici des composantes des efforts, des moments internes par unité de longueur, fois la normale du bord. Bon, là, c'est un cas particulier. Je vous laisserai le regarder plus en détail, donc avec la démonstration, et éventuellement refaire les démonstrations pour retrouver ces résultats-là. Monsieur, Oui. Lorsque vous marquez par exemple Q31 égale à 0, c'est Q31 à la surface. C'est pour les conditions limites. Ouais, tout à fait. Hein. C'est Q31 pour un point qui se place sur la surface externe du solide. Ouais, tout à fait. Mais il faudra réutiliser les équations d'équilibre interne pour. Oui. En réalité, c'est un peu comme pour les poutres. Vous voyez là le terme qui est là, Q31, en réalité, il est dépendant de X1, X2. Hein. Oui. Et donc, effectivement, c'est le Q31 pour X1, X2 appartenant, alors là, je suis sur CD, donc appartenant à cette surface-là. Okay. Donc, ce n'est pas n'importe quel X1, X2. Hein. Tout à fait, tu as raison. Il faut bien le noter, hein. Ce n'est pas partout dans la plaque. Hein. Là, on est vraiment en train de faire l'équilibre sur les faces externes de la plaque. Parce que, effectivement, c'est ça qui va nous permettre de trouver les constantes pour les équations différentielles qui, elles, vont donner les composantes Q31, Q32, mais pour toute la plaque. En fait, il faudrait que je rajoute ici que c'est en un point M qui appartient à ED, entre autres. Puisqu'en plus, c'est pas encore en n'importe quel point, c'est sur le plan moyen de la surface externe. Ça répond à la question? Oui, bien sûr. Ok. Bon, le bord libre, pareil, je vous laisserai découvrir ça.
Ok, donc maintenant on va reprendre, ça c'était un petit exemple, mais je n'ai pas le temps de vraiment traiter parce qu'il faut que j'avance assez vite puisqu'il ne nous reste plus qu'un seul cours magistral. Et ensuite vous aurez Monsieur Naufal Blal, faites attention, vous l'aurez en présentiel, hein. Donc du coup ça va vous changer un petit peu de rythme. Et par contre, si vous êtes à distance et que vous êtes loin, soit parce que vous êtes en quarantaine, ou peut-être malade, ou peut-être dans un pays étranger, vous prenez contact avec lui pour savoir comment faire. Donc, on y va. Relation de contrainte intégrée en fonction des déplacements et des rotations unitaires. Donc, on va reprendre tout simplement les relations 1,2 et 1,3. On va les combiner et on va donc pouvoir avoir directement ce que vaut N11 en fonction des déplacements par unité de longueur, voilà, ici, et des rotations par unité de longueur, ici. Donc il y a un lien entre les composantes des efforts de membrane et ce qui se passe dans le plan au niveau des déplacements dans le plan L1, L2. Et puis il y a des relations qui existent entre M1, M2, M1, M22, M12 et les rotations, pareil, par unité de longueur, des sections droites, donc de mon point M. Et puis, dans l'épaisseur, eh bien, j'ai un lien entre Q3.1, Q3.2 et cette fois-ci les déplacements relatifs suivant l'axe 3 qui sont aussi liés, vous voyez ici, avec la rotation de la section droite, θM2 et θM1. Et vous constatez qu'ici, là, j'ai un coefficient correcteur. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a fait ça il n'y a pas très longtemps avec les poutres. Ce coefficient correcteur, il a été obtenu en faisant le même type de calcul. Ça, c'est en fait, c'est un calcul d'air réduite qu'on a fait avec les poutres. Et c'est le coefficient correcteur qu'on va tout de suite prendre en compte pour les plaques, pour avoir un cisaillement relativement, on va dire, représentatif de la réalité, sachant que le Q3.1 qui est ici, normalement, il n'est pas constant. Il n'est pas constant dans l'épaisseur, mais là, on va le prendre constant dans l'épaisseur et on va faire une correction avec ce coefficient de 5/6, qui est le même coefficient, la démonstration se fait de la même façon que le coefficient qu'on avait trouvé pour les poutres de section rectangulaire. Voilà d'où vient le 5/6 qui est là. Alors ça, donc, ça nous permet donc d'obtenir une relation, c'est un peu comme ce qu'on avait eu avec les poutres entre le torseur des actions internes et les déplacements par unité de longueur et les rotations par unité de longueur. Et ensuite, on peut bien sûr condenser tout ça avec ce qu'on a pris comme convention pour nommer en fait nos pseudo-vecteurs. Et donc en fait, on voit que effectivement N1 n'est fonction que de D. Tous les moments donc, par unité de longueur sont fonction que de kappa, et Q3.1 et Q3.2 ne sont fonction que de gamma. Alors, il faut faire très attention en fait, parce que on a l'impression que c'est magique, parce qu'il n'y a pas de couplage entre ces termes-là, ici, mais c'est parce que, en réalité, ici, on a un matériau qui est homogène dans l'épaisseur. Donc, si vous n'avez plus un matériau homogène dans l'épaisseur, par exemple un matériau sandwich, eh bien, à ce moment-là, vous ne pouvez plus avoir le même type de relation, puisque ici, bien, par exemple, vous allez avoir plusieurs modules de Young, et là, plusieurs coefficients de Poisson. Donc là, si vous voulez effectivement faire ce type de calcul, il faut repartir complètement du début pour pouvoir obtenir les vraies matrices ici de comportement qui vont vous lier vos déplacements par unité de longueur avec les composantes des contraintes intégrées. Bon, ici, dans ce cours-là, tous les exercices que vous aurez à faire seront avec des matériaux homogènes dans l'épaisseur. Ça simplifie quand même pas mal les relations. Une fois qu'on a fait ça, on peut faire l'inverse, comme on avait fait pour les poutres, c'est-à-dire qu'on peut regarder comment trouver le tenseur des contraintes en fonction des contraintes intégrées. Parce que c'est exactement comme pour les poutres. Pour les poutres, on déterminait le tenseur des actions internes par résolution des équations différentielles. On levait complètement les constantes avec les conditions limites. Et ensuite, on pouvait réinterpréter que valait le tenseur des contraintes en fonction de ce tenseur des actions internes. Là, c'est de la même façon. On va pouvoir trouver le tenseur des contraintes en fonction des contraintes intégrées. Ici, c'est immédiat en fait. Vous allez trouver que en tout point P donc, qui se balade en fait dans l'épaisseur de votre plaque par rapport au plan moyen, eh bien, vous allez trouver que par exemple la première composante, sigma 11, c'est N11 sur H
Alors ne soyez pas étonnés, hein, c'est normal, puisque N11, ce ne sont pas des newtons. Hein. N11, ce sont des newtons par mètre. Donc N11 sur H, ça fait bien des mégapascales. Hein. Si vous étiez en newton par millimètre, ça fait bien des mégapascales. Ensuite, là, il y a la composante due à la flexion. Vous retrouvez quelque chose que vous avez vu un peu en poutre, hein, sauf que vous n'avez plus là le B, puisqu'en fait celui-là, il n'apparaît plus dans les plaques. Vous avez juste 12 sur H cube fois X3, donc ça, c'est la composante de P par rapport à M. Et fois M1. Donc ça, tout ça, eh bien, ça va représenter la contrainte, donc sigma 1,1. Ça, c'est sigma 1,2. Et ça, c'est sigma 1,3. Et qu'est-ce que vous voyez pour sigma 1,3? Si je vous avais fait la même chose que pour les poutres, je vous aurais juste mis Q3,1 sur H. Il n'y aurait pas eu le 3,5 facteur de 1 moins 4x3 au cube divisé par H carré. Donc pourquoi est-ce que j'ai rajouté ça? Parce que là, ici, pour les plaques, on peut, donc quand on fait nos calculs, on peut mettre soit Q3,1 sur H, voilà, c'est une approximation. Et si on veut être un petit peu plus juste, eh bien à ce moment-là, on fait une répartition parabolique dans l'épaisseur en fait de sigma 1,3. Et on fait pareil pour sigma 2,3. Donc c'est pour ça que vous avez le 3,5. Il faut mettre ça en relation avec ce que vous avez vu avec les poutres. Ça, c'était en fait un terme que vous aviez déjà vu pour les poutres à section rectangulaire, où on estimait donc que la contrainte de cisaillement était plus juste avec cette fonction parabolique, parce que, entre autres, elle respectait les équations d'équilibre à la surface. Et bien là, c'est la même chose. C'est la même chose, sauf qu'on vous a directement mis le résultat ici. Il n'y a pas de démonstration, puisque pour avoir la démonstration de ce résultat-là, il faut se référer à la démonstration qu'on a fait en poutre. Voilà. Donc la méthodologie de résolution, eh bien, c'est la même que pour les poutres. Comme d'habitude, l'étape 0, c'est celle que vous ne ferez pas vraiment ici, puisque c'est celle que vous apprendrez à faire plus tard en tant qu'ingénieur. C'est le passage du mécanisme réel au modèle, choix des hypothèses, modélisation des liaisons. Ensuite, vous isolez le solide, comme d'habitude. Vous déterminez les inconnus de liaison, les équations cinématiques, le chargement et déplacement imposé. Donc tout ce qu'on avait noté avec des petits dés comme données dans tout ce que vous avez vu précédemment. L'étape 2, alors là, il y a un si possible, déterminer les contraintes intégrées par résolution des équations différentielles associées. Alors vous allez voir que si on parle de plaques de manière générale, c'est-à-dire dans un plan quelconque, ça va être très très dur, mais il y a des cas simples où on peut le faire. Vous allez déterminer les constantes d'intégration avec les équations d'équilibre aux limites, voilà, puis utiliser la relation A7 entre les contraintes intégrées de déplacement, rotation, plan moyen, pour résoudre des équations différentielles associées. Vous allez pouvoir en déduire les déplacements, les rotations, tout point du plan moyen. Alors, si ce n'est pas possible, à ce moment-là, ce qu'on fait, c'est qu'on postule un champ de déplacement générique. C'est-à-dire on choisit une forme du champ de déplacement et on recommence l'étape 2 jusqu'à ce que tous les équilibres soient vérifiés. Donc c'est un petit peu plus long, mais quelquefois on n'a pas le choix, on est obligé de postuler un champ de déplacement et de vérifier a posteriori qui va permettre de résoudre l'équilibre. L'étape 3, c'est comme pour les poutres, c'est calculer les contraintes dans la plaque à l'aide des relations 1,8 pour pouvoir faire du dimensionnement. Et l'étape 4, c'est pour pouvoir calculer cette fois-ci des déformés ou des déformations dans la plaque à l'aide des relations 1,1. Et ça va vous permettre de faire un dimensionnement soit en déplacement, soit en déformation au niveau de votre plaque. Donc finalement, une méthodologie de résolution qui est très très proche en fait de celle des poutres. Voilà, on a terminé cette partie-là, donc la partie 1. Je vous laisse la parole pour savoir si vous aviez des questions sur cette partie-là, et puis on va passer sur la partie 2, qui va parler de la théorie des plaques, mais avec un cas particulier, puisque ça va être des plaques avec des symétries de révolution. Ah, merci Ahmad, il m'a mis pas de questions, donc là je sais qu'il n'a pas de questions. Personne n'a de questions? Ok. Donc on change et on va prendre le diapo de la partie 2.
Alors, comme je pense que vous voyez tous mon écran, oui, ok, je le vois moi, sur mon autre ordinateur, donc c'est que ça doit marcher. Donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est très difficile souvent de résoudre ces équations différentielles. Donc, on va se mettre dans un cas qui est beaucoup plus simple, puisque là, finalement, on va avoir plus qu'une seule variable dans nos équations différentielles, qui va être le rayon, dans le cas particulier des plaques à symétrie de révolution. Pour l'instant, on n'a pas fait d'hypothèse, par contre, sur, un peu comme l'identique de ce qu'on avait fait avec les poutres sur Bernoulli. Je ne sais pas si vous avez remarqué, tout à l'heure, on a vu le cisaillement transversal. Ce cisaillement transversal, on peut le négliger s'il y a une relation entre θ, m, et la dérivée du déplacement suivant l'axe 3. Donc, on va le faire tout à l'heure, mais dans la partie des plaques minces. Pour l'instant, on n'a pas du tout fait ce type d'hypothèse-là pour ce qu'on a vu. Alors, de la même façon, les plaques à symétrie de révolution, on va le faire dans le cas général, c'est-à-dire que les plaques ne sont pas forcément des plaques minces. Elles sont quelconques. Alors, au niveau des définitions, donc ce qu'on appelle une plaque mince, une plaque à symétrie de révolution, c'est une plaque qui peut être soit pleine, soit trouée. Donc, si elle est trouée, à ce moment-là, on va coter R1 le rayon intérieur et Rx le rayon extérieur. Si elle n'est pas trouée, ben R1 vaudra 0 tout simplement. Le point M va être repéré en coordonnées cylindriques avec un repère ER, E alpha, qui est noté ici. Encore une fois, méfiez-vous, on est en coordonnées cylindriques, mais comme on n'est pas en MMEF, ce n'est pas la base naturelle, hein. C'est une base naturelle, mais qu'on a normée. Donc elle est orthogonale et elle est normée. Entre autres, c'est le E alpha ici, non, c'est le ER, pardon, qui est normé. Donc on a un plan moyen de révolution et le chargement va être indépendant de alpha. C'est-à-dire qu'on ne pourra pas considérer des chargements qui pourraient varier en fonction de alpha. Voilà, donc dans le cas présent, là, donc les chargements sont identiques, ce qui fait que vous pouvez très bien faire un calcul d'équilibre, de déplacement uniquement sur une tranche de votre plaque, donc qui est suivant ER par exemple. Et là, vous allez pouvoir tout calculer dessus. Sur un logiciel élément fini, ça s'appelle un calcul axisymétrique. Et vous allez utiliser pour ce calcul des éléments spéciaux qui sont des éléments axisymétriques. Alors on va reprendre, ça va aller assez vite, hein, puisqu'on va reprendre toutes les équations qu'on avait avant, mais sauf qu'on va les écrire dans un espace en coordonnées cylindriques. Donc, le mouvement de corps rigide du segment MP, bah, c'est toujours bien sûr la même équation vectorielle, puisque ça c'est intrinsèque, ça ne dépend pas du repère. Et on va le développer dans le repère ER, E alpha, L3, puisque L3, lui, c'est le même que vous soyez en cartésien ou en cylindrique. Donc ça ne va pas changer grand-chose fondamentalement, si ce n'est qu'ici, on n'aura pas de UM alpha, puisqu'en fait, il n'y a rien qui va se passer de différent suivant alpha. Tous les alphas sont équivalents. Le point PM, bah, il a la même composante que la dernière fois, c'est-à-dire 0, 0 moins x3. Et par contre ici, bah, au niveau des angles, on n'a plus qu'un seul angle qui est θ m alpha. Donc on n'a qu'une rotation possible. Je vous remonte le schéma qui était là. On va avoir qu'une rotation possible suivant E alpha, mais on n'aura pas de rotation possible suivant ER au niveau cinématique. Voilà, donc ça c'est ce qu'on obtient, et on voit que UP, donc c'est UMR de R, plus x3 de θ m alpha qui dépend de R, 0, et UN3 qui dépend de R. Donc là, ça devient beaucoup plus sympathique, puisque au lieu d'avoir x1, x2, eh bien, on n'a plus que R qui intervient dans nos relations du déplacement. On a notre champ de déplacement en tout point de notre plaque, donc on va pouvoir calculer les déformations. Et les déformations, pareil, ça va se simplifier pas mal, puisqu'on va avoir en fait deux zéros qui vont apparaître ici. Et vous voyez que les relations sont beaucoup plus simples que pour les plaques en cartésien. Donc ici, ça c'est la composante epsilon 1,1, epsilon 1,3 qui est non nul, epsilon 2,2 non nul, et epsilon 3,3 comme d'habitude qu'on déterminera après, puisqu'on n'a pas de moyen d'avoir epsilon 3,3 à partir du champ de déplacement, avec ce que je vous ai montré. On va pouvoir réécrire nos pseudo-vecteurs.
Donc cette fois-ci, nos pseudo-vecteurs, il y en a un qui... Enfin, ils vont avoir en réalité que deux composantes, hein, puisque la troisième composante ici sera systématiquement nulle. On n'a pas de epsilon r alpha avec le champ de déplacement que je vous ai présenté. Par contre, on va les appeler de la même façon. Ça va toujours être le pseudo-vecteur de membrane. Ici, le pseudo-vecteur de courbure, qui est noté kappa, toujours pareil. Hein. Et il est simplement plus simple que celui que vous aviez vu en cartésien. Le cisaillement transverse, c'est pareil. On ne va pas avoir de epsilon 3 alpha. Il va toujours être nul. Donc on ne peut plus vraiment parler de pseudo-vecteur de cisaillement transverse, mais c'est simplement pour être cohérent avec la dénomination qu'on a obtenue tout à l'heure, enfin la dernière fois, avec les coordonnées cartésiennes. Et dans l'épaisseur, eh bien, on va utiliser le fait que sigma 3,3 soit égal à 0, comme la dernière fois, pour trouver en fait epsilon 3,3 par calcul. Ça va être moins nu sur le coefficient de Poisson divisé par 1 moins nu, facteur de epsilon RR plus epsilon alpha alpha. Et on aura donc directement effectivement ce epsilon 3,3 par calcul. Les contraintes, on va utiliser la loi de comportement et on va obtenir nos contraintes en fonction de nos déformations. Et comme nos déformations ont été données en fonction des déplacements, comme la dernière fois, eh bien on va pouvoir obtenir nos contraintes en fonction des déplacements par unité de longueur et des rotations par unité de longueur. Donc ici, encore une fois, alors cette matrice-là n'a pas changé, hein, puisque ça c'est la matrice de comportement, donc c'est la même, hein, qu'on soit en cartésien ou en cylindrique. Et ici, ce qu'on va changer, effectivement, ce sont les vecteurs qui sont là, qui vont être beaucoup plus simples. Donc par exemple, on n'aura pas de sigma R alpha, puisque sigma R alpha, en fait, les deux composantes ici étant nulles, sigma R alpha va être nul automatiquement. On n'aura pas de sigma 3 alpha, donc on aura simplement sigma 3 R, fonction donc du déplacement par unité de longueur UM3 et θ M alpha. Donc finalement, c'est les mêmes expressions, mais en beaucoup plus simple que la dernière fois. Les contraintes intégrées, on va refaire la même chose, mais on va aller très très vite, hein, puisque là, ça va être encore plus simple. Je vais simplement vous donner les faits notables. Hein. Les faits notables, c'est qu'on n'a pas de NR alpha, hein, puisque sigma R alpha est nul, donc du coup ça fait 0. Et on n'aura pas de Q3 alpha, puisque sigma 3 alpha était nul, donc ça fait forcément 0. Et on n'aura pas de MR alpha, parce que pour la même raison, ça c'est forcément nul. Donc ça, ce sont les pseudo-vecteurs des contraintes intégrées. Les composantes vont s'appeler NRR, N alpha, alpha, celle qu'on va utiliser, Q3R, MRR et M alpha alpha. Donc les efforts et moments internes résultants, c'est très très simple. Celui qui s'appelle par unité de longueur, toujours, hein, R petit r, lui, il va valoir NRR ER plus Q3R porté par L3. R alpha, eh bien en fait, il a simplement N alpha alpha qui est porté par E alpha. CR, alors il faut faire attention, c'est CR fois RD alpha. Si je veux avoir ici un moment, un vrai moment ici, en newton par mètre, hein, et bien ça va être MRR E alpha RD alpha. Voilà, et C alpha fois DR, c'est égal à moins, là il y a un petit piège, moins M alpha alpha ER. Donc, tout pareil, effectivement, mais en plus simple. L'équilibre interne, là c'est pareil, je vais passer très vite parce qu'on vient de le faire en plus pour les plaques quelconques. Alors les calculs sont un petit peu plus compliqués parce qu'au lieu de prendre donc un petit élément de volume, là je vais prendre en fait une petite rondelle en fait, avec un secteur angulaire qui vaut d alpha. Donc là c'est une rondelle avec un secteur angulaire, mais le principe est strictement le même que tout à l'heure. Les seuls efforts externes que je vais avoir sur mon plan moyen, eh bien, c'est le QDA qui est ici, mais qui va s'exprimer par QR, D alpha DR, ça c'est le DA qui est là. Et puis ensuite, les résultantes, je vais avoir des résultantes par rapport à la normale moins E alpha, moins ER, sur E alpha et sur ER. Et la petite difficulté, c'est qu'effectivement sur ER, eh bien, je vais avoir ici ma longueur R qui a été augmentée également de DR. Donc voilà pourquoi ça me complique un petit peu les calculs. Mais en réalité, derrière, vous allez obtenir des relations très similaires à celles que vous avez vues juste avant pour les plaques en repère cartésien.
Donc les équations d'équilibre, bien en fait, ce sont les mêmes équations que tout à l'heure, sauf que ici elles sont exprimées dans un repère cartésien, cylindrique. Et le principe fondamental de la statique va vous donner, donc, alors cette fois-ci, il faut négliger les termes d'ordre 2, effectivement, pour les efforts, hein, si vous ne voulez pas voir apparaître autre chose que ce que vous avez là. Donc ça, c'est l'équation donc à résoudre pour trouver RR et R alpha. Alors vous voyez qu'il y a quand même quelque chose qui n'est pas si simple, c'est que les deux sont couplés, hein, donc il va falloir quand même travailler un petit peu pour pouvoir y arriver. Et au niveau des moments, c'est pareil, vous avez une équation vectorielle qui va vous permettre de déterminer CR et C alpha. Voilà. Alors ensuite, si vous exprimez ces équations comme on l'a fait tout à l'heure dans le repère local, donc ER, E alpha, L3, eh bien vous allez trouver ces trois équations-là à résoudre pour pouvoir trouver NRR, N alpha alpha, Q3R, MRR et M alpha alpha. Comme pour les poutres, eh bien, vous avez un lien entre les moments et Q3R dans les relations d'équilibre. Donc voilà ce que vous aurez à résoudre si vous voulez résoudre un problème en plaque en coordonnées cylindriques. Alors, on peut aller un tout petit peu plus loin donc, avec les plaques cylindriques, enfin axisymétriques, parce que si vous utilisez la relation donc, qui est juste au-dessus, hein, qui est là, hein, le Q3, cette relation-là, eh bien, vous allez pouvoir utiliser ça pour la réinjecter dans le Q3R. Et vous allez trouver que Q3R, du coup, c'est D2MR sur DR, MRR moins M alpha alpha et R. Et donc le Q3 qui est là, vous allez pouvoir donc le dériver en fait dans cette équation. Et vous allez tomber sur cette équation-là qui s'appelle l'équation de Lagrange, qui va vous lier en fait uniquement ici les composantes du moment interne par rapport à Q3. Donc ça, c'est l'équation de Lagrange. Donc il n'y a pas de choses particulières, il n'y a pas d'hypothèse à faire. Vous pouvez la résoudre aussi directement. Et là, ça va vous permettre en fait d'éviter de passer par la case de la détermination de Q3R. Donc vous pouvez directement résoudre cette équation-là. Les conditions limites, c'est pareil, je vais passer très vite parce que ça, vous avez les démonstrations donc, qui sont données sur Moodle. C'est simplement la même chose que tout à l'heure, mais qu'est-ce qui se passe quand vous avez une plaque avec un bord libre? Qu'est-ce qui se passe quand vous avez une plaque avec un bord encastré ou avec un bord appuyé? Eh bien là, vous avez toutes les conditions limites qui sont données. Les relations de contrainte intégrées en fonction des déplacements et des rotations, exactement identiques à ce qu'on a vu tout à l'heure, sauf qu'ici on a en coordonnées cylindriques. Donc vous allez obtenir donc, ces relations-là qui vont vous permettre de lier les composantes du torseur des actions internes, en fait ici, donc des contraintes intégrées en fonction des déplacements par unité de longueur. Pareil pour MRR, en fonction des rotations par unité de longueur. Et Q3R, comme tout à l'heure, alors attention, c'est pas parce qu'on est en coordonnées cylindriques qu'on est en train de regarder des sections cylindriques, hein. Les sections sont toujours rectangulaires. Donc Q3R, vous retrouverez bien sûr le 5/6, qui est le coefficient correcteur de l'aire réduite en fait, pour pouvoir obtenir l'expression de Q3R, on va dire, plus conforme à la réalité. Ensuite, on peut avoir, comme tout à l'heure, le tenseur des contraintes en fonction des contraintes intégrées, puisque normalement, dans la méthode des résolutions, on va d'abord trouver les contraintes intégrées et ensuite déterminer le tenseur des contraintes. Et donc là, vous avez un tenseur des contraintes qui est beaucoup plus simple, bien sûr, puisqu'il a beaucoup plus de termes qui sont nuls. Et vous retrouvez, bien sûr, la variation parabolique de sigma 1,3, par exemple, en fonction du terme de 3,5 qui est ici, plus cette variation parabolique, pour améliorer l'estimation de la contrainte de cisaillement. Ça, c'est sigma 1,1 et sigma 2,2. Donc, pas beaucoup de différence, simplement une grande simplification, parce que vous n'avez, alors ici, que des composantes qui sont en fonction de R, et il n'y a qu'au moment où vous voulez calculer les contraintes que vous retrouvez la composante X3 pour avoir les contraintes dans l'épaisseur, cette fois-ci, de votre plaque. Voilà, on a terminé la partie 2. Est-ce que vous avez des questions? Alors, ça va un peu vite, hein, j'en conviens. D'habitude, je mettais beaucoup plus de temps et je faisais surtout toutes les démonstrations au tableau de chaque partie.
Donc c'était un petit peu long, mais ça permettait quand même de suivre plus facilement. Comme vous avez beaucoup moins de temps que ce que j'avais avant pour faire l'équivalent de ce cours, du coup, c'est pour ça que je vous mets à disposition sur Moodle toutes mes démonstrations. Mais par contre, il faut vraiment les refaire. Sinon, je pense que là, c'est très très difficile de comprendre d'où tombent toutes ces équations, hein. Donc ça, c'est très très important. Prenez-les, refaites-les. Et n'hésitez pas, il y a peut-être des erreurs, hein, dans ces démonstrations. Donc n'hésitez pas, si vous pensez qu'il y a des erreurs, vous m'envoyez ça par mail. Je corrige ou je vous dis pourquoi en fait il n'y a pas d'erreur. Voilà. Donc ça, c'est très très important. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Moi, non, ça va, mais c'est juste, est-ce qu'on va avoir un poly? Parce que à suivre, en vrai, c'est assez compliqué en même temps. Alors, non, vous n'avez pas de poly. Pourquoi? Parce que vous avez donc les diapos qui sont disponibles depuis pas très longtemps sur Moodle, là. Donc ça, vous avez tout. Donc vous n'êtes pas obligé de reprendre en notant tout ce que je dis, heureusement, parce que ça va tellement vite que ça serait quand même un peu dur. Et je réinsiste, hein, vous avez les démonstrations. Attendez, je vais vous montrer juste à quoi ça peut ressembler, hein. Bon, c'est pas terrible, mais voilà, vous avez tout. Attendez, je partage mon écran. Ouais, non, mais je comprends, hein, mais c'est juste par rapport aux formules, parce que c'est vrai que Ben, les formules, en fait, elles seraient dans un poly, ça ne change rien, hein. Est-ce que c'est exactement celle que vous avez dans les diapos? Par contre, ce qui changerait, c'est que dans le poly, vous auriez ça, par exemple. Et ça, vous l'avez en fait dans les diapos de démo. C'est-à-dire, par exemple, vous voyez ce que je vous ai montré tout à l'heure, comment vous faites pour démontrer ça. D'accord, ok. Voilà, donc vous avez en fait, vous voyez, par exemple, ça, c'est l'exemple que je ne vous ai pas fait tout à l'heure, je voulais juste montrer. Mais voilà, vous avez toutes les démonstrations complètes. Et il y a pas mal de pages de calcul à chaque fois, hein. Ça, vous voyez, c'est le truc que je ne vous ai pas fait typiquement parce que ça va trop vite. Donc tout ça, vous allez le retrouver sur les démonstrations. Est-ce que ça répond à ta question par rapport au poly? Oui, oui, mais c'était pas par rapport forcément aux démonstrations, c'était juste en termes pratiques, plutôt que de recopier les formules. C'est vrai que quand on sait les retrouver dans le poly, c'est aussi plus rapide pour nous. Ben, disons qu'ici, vous les avez entièrement, mais dans un autre diaporama qui s'appelle les démonstrations. Ouais, ouais, ça marche, pas de souci. Voilà. Après, je vais vous expliquer aussi pourquoi je ne fais pas de poly et pourquoi, en fait, par exemple, si vous prenez ce que vous aviez en mécanique des solides, c'était pareil, c'était une compilation de diapos, parce qu'il y avait quasiment toutes les démonstrations dans les diapos, mais il n'y a pas que ça, en fait. Il se trouve qu'aujourd'hui, vous voulez des ouvrages sur le sujet, vous allez en trouver mais des centaines, quoi. Donc, ce qui va être un peu compliqué, c'est que vous n'allez pas forcément avoir les mêmes notations. Et puis, comme je vous l'ai montré, il y a des conventions de nommage qui ne sont pas toutes identiques dans la littérature. Donc là, bah, vous avez tout d'identique dans la partie démo et dans la partie diapo. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, on va attaquer la dernière partie. Alors, la dernière partie. Je lance mon autre diapo. Voilà. Excusez-moi, je me suis trompé. Donc là, cette fois-ci, on va attaquer en fait les plaques minces. On va regarder donc comment ça se passe donc lorsqu'on a des plaques minces. Et là, ça va encore simplifier. Et on regardera ensuite quand on a des plaques minces, mais en coordonnées cylindriques. Donc là, on va arriver à la simplification ultime qui va permettre de faire des calculs à la main. Et ce sont les calculs qui vous sont demandés par exemple dans votre TP. Ok, donc ici, eh bien, on attaque la théorie des plaques avec le cas particulier des plaques minces.
Alors, je vous ai juste rappelé ici, les plaques minces, c'est ce qu'on appelle la théorie de Love-Kirchhoff. Et ça va permettre de simplifier les calculs analytiques, donc ça pour pouvoir les faire à la main, mais c'est aussi beaucoup utilisé dans les codes de calcul éléments finis, puisque ça permet en fait d'avoir des temps de calcul qui sont fortement diminués, et on est toujours en fait à la recherche des diminutions des temps de calcul avec des codes éléments finis, de façon à avoir les résultats beaucoup plus vite. Ça permet aussi de faire tous les calculs que vous allez voir, par exemple en vibration, eh bien, ce sont des calculs qui sont faits avec la théorie de Love-Kirchhoff, ne sont pas du tout faits avec les plaques épaisses. Donc ce que c'est qu'une plaque mince, c'est le ratio L1, L2, donc les deux plus grandes longueurs de la plaque divisées par l'épaisseur au carré, qui doit être supérieur à 20. Et là, dans ce cas-là, effectivement, on peut considérer qu'on est en plaque mince. Alors, d'un point de vue historique, c'est ce que je vous avais dit en introduction la dernière fois, c'est que c'est une théorie qui est antérieure d'environ 40 ans à la théorie des plaques épaisses de Mindlin. Et donc, elle est intervenue beaucoup plus tôt en fait dans la mécanique, parce que c'est de celle-là dont on avait besoin. Et puis ensuite, on a regardé ce qui s'est passé sur les plaques un peu plus épaisses. Donc là, du coup, quand on fait l'histoire dans le sens inverse, c'est beaucoup plus simple, puisque on va simplement reprendre notre modèle et puis on va le dégrader et on va retomber sur la théorie finalement de Love-Kirchhoff. Alors, les hypothèses. Mêmes hypothèses que d'habitude. Donc là, ça change strictement rien. Notre tenseur des contraintes, effectivement, va être un tenseur plein, si ce n'est qu'on va négliger ou prendre à zéro la composante sigma 3,3 systématiquement. Donc encore une fois, sur les plaques minces, d'ailleurs comme sur les plaques épaisses, on ne pourra pas typiquement faire du pincement de plaques, on ne pourra pas les pincer, et ça ne nous permettrait pas de faire ce type de calcul-là, donc avec cette théorie. Les autres hypothèses sont, comme d'habitude, sur les matériaux, et les mêmes que précédemment sur le tenseur des contraintes. Alors, la différence, elle est fondamentale, elle est au niveau du tenseur de déformation. Les déformations de cisaillement transversal vont être négligées. Donc, on va négliger les termes epsilon 1,3 et epsilon 2,3. Donc, c'est ça, en fait, qui va faire que ça va nous simplifier nos calculs qu'on a vus précédemment avec les plaques de Mindlin, donc les plaques dites épaisses. Bien sûr, on est toujours en HPP, hein, ça ne change pas. Donc, on est toujours en hypothèse des petites perturbations. Donc, petit déplacement, petite déformation, petite rotation. Et l'hypothèse de Love-Kirchhoff, vous l'avez ici sous les yeux, donc vous avez finalement un tenseur des déformations qui va se limiter à 4 termes à déterminer, epsilon 1, epsilon, même 3, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 2, sachant qu'epsilon 3,3, on le trouvera toujours aussi par calcul grâce à la loi de comportement en écrivant que sigma 3,3 est nul. Donc la cinématique, eh bien, on va simplement reprendre la cinématique qu'on avait tout à l'heure, donc sur des plaques en coordonnées cartésiennes, mais on va appliquer l'hypothèse de Love-Kirchhoff et on va voir ce que ça donne. Donc ça c'est ce qu'on avait, voilà, mais comme on a epsilon 1,3 qui va être égal à 0, donc là je vous les ai remis, hein, epsilon 1,3 qui est égal à 0, il est là, et epsilon 2,3 qui est égal à 0, eh bien vous voyez qu'on va du coup obtenir une relation entre notre angle θm2 et la dérivée um3 par rapport à x1, et l'angle θm1 et la dérivée de um3, mais cette fois-ci par rapport à x2. Là, vous retrouvez quelque chose qui est extrêmement semblable à la théorie de Bernoulli pour les poutres. C'est-à-dire que c'est la même chose en fait. Le fait de passer avec l'hypothèse de Love-Kirchhoff, c'est la même chose que de passer pour les poutres à l'hypothèse de Bernoulli. C'est-à-dire qu'on va négliger les cisaillements transversaux. Voilà. Donc bien sûr, le segment MP reste du coup toujours donc droit, mais ce que ça rajoute, c'est qu'en plus, eh bien, il y a un lien entre ce degré de liberté-là et UM3, et donc du coup, ça va faire que ma ligne moyenne, mon segment moyen en fait de ma plaque, ma ligne moyenne va toujours être perpendiculaire à mon segment MP. Voilà. Donc, ça va m'imposer en fait mes rotations ici d'état M2 et d'état M1, le fait d'avoir des cisaillements transversaux qui sont négligés. Donc tout ça, eh bien, ce qui va être intéressant, c'est que du coup, je vais pouvoir faire disparaître dans toutes les équations ce terme-là et celui-ci, et les remplacer par les dérivés de UM3.
Donc forcément, ça va me simplifier énormément mes équations, puisque ici, par exemple, le θm2 va disparaître, etc. Donc si on continue donc, dans les simplifications, là, ça c'était le champ de déplacement qu'on avait obtenu au premier cours hein, sur les plaques quelconques. Et vous voyez que j'avais le θm2 qui intervenait ici. Voilà. Et bien ce θm2 va disparaître au profit de la dérivée de um3 par rapport à dx1. Donc mon déplacement d'un point P quelconque dans l'épaisseur de ma plaque ne va s'exprimer plus qu'en termes de déplacement et de dérivée de déplacement. Je n'ai plus en fait de degré de liberté en rotation pour des plaques de Love-Kirchhoff. Ça revient à ça. Donc les déformations, on reprend, mais ça va aller très très vite aussi. Donc on va voir apparaître du coup des dérivées secondes de um3 par rapport à dx1. Bien sûr, on va retrouver, puisque c'était notre hypothèse de base, que ici, ces deux termes-là, epsilon1,3 et epsilon2,3 sont nuls. Et donc ici, encore une fois, alors on a toujours des équations un petit peu compliquées parce qu'elles sont en x1 et x2, donc on est dans le plan moyen, mais par contre, on n'a plus de rotation, on n'est plus qu'avec des termes de déplacement ou des dérivés de déplacement. Les contraintes, on reprend le même principe, on prend la loi de comportement, c'est exactement en fait les mêmes relations, hein. Il n'y a pas beaucoup de modifications. Les seules modifications, vous les voyez, elles sont ici. C'est qu'ici, au lieu d'avoir des angles du plan moyen, de rotation du plan moyen, de la section, pardon, qui passe par le point M, on va avoir des dérivées secondes de um3 systématiquement, donc soit par rapport à x1, soit par rapport à x2, soit par rapport à x1, x2. Alors là, on a par contre une petite incohérence, hein, mais c'est ce qu'on avait aussi avec la théorie de Bernoulli, c'est que ici, on va trouver que sigma 1,3 et sigma 2,3, comme on a epsilon 1,3 et epsilon 2,3 qui sont égaux à 0, on va systématiquement les trouver nuls. Excusez-moi, j'avais oublié de couper mon téléphone. J'arrête la sonnerie de suite. Désolé. Alors, cette incohérence-là, on la lèvera tout à l'heure pour voir comment est-ce qu'on peut faire pour effectivement trouver ça. Donc, en réalité, ce qu'il faut retenir à ce niveau-là, c'est que la théorie nous annonce qu'on ne va pas avoir de contraintes de cisaillement, effectivement, mais en fait, elles ne sont pas nulles. Donc, on va les obtenir à l'aide d'autre chose, en fait. On va les obtenir à l'aide du tenseur de déformation, mais on le fera d'une façon un peu différente. Donc, à ce niveau-là, vous retenez simplement que la théorie nous impose ça, mais on ne va pas le retenir tel quel. L'équilibre interne en tout point du volume, là c'est pareil, on reprend nos équations, et là il n'y a pas de raison, en fait elles sont complètement identiques, puisqu'on n'a fait qu'une hypothèse sur la cinématique, donc tout ce qui est sténique, en fait, tout ce qui est équilibre, reste la même chose en fait, il n'y a pas de différence. On va pouvoir écrire aussi, c'est simplement, on va remplacer Q3 et Q3,2 par ces relations-là, et donc on va pouvoir avoir une écriture alternative à cette équation-là. Je vous l'ai mis ici juste pour exemple. On peut l'utiliser éventuellement pour résoudre notre problème. On verra ça, mais surtout avec les plaques en coordonnées cylindriques. Cette équation-là, même si on voulait la résoudre comme ça, c'est une équation qui est quand même pas très simple à résoudre, encore une fois, puisqu'elle est fonction de deux variables, et on a trois termes à déterminer. Les relations de contraintes intégrées en fonction des déplacements et rotations. Alors, vous constatez qu'on fait toujours la même chose, hein. Donc c'est pour ça que ça va aussi un peu vite, parce qu'en réalité, vous pouvez reprendre toujours la même problématique et remettre directement ce qu'on a fait les fois précédentes. Donc ici, vous allez pouvoir exprimer les contraintes intégrées en fonction des déplacements unitaires. Donc encore une fois, ça va être beaucoup plus simple. Donc les premières, pas de différence avec les hypothèses des plaques épaisses de Midline, puisque ça ne faisait pas intervenir les rotations du point M, donc les θ M1, θ M2, ça ne les faisait pas intervenir, donc là ça ne change pas. Ce qui va changer, en fait, c'est uniquement les moments intégrés hors du plan moyen et les efforts transversaux, c'est-à-dire Q3.1 et Q3.2. Donc là, cette fois-ci, on va avoir quelque chose d'assez simple, puisque vous voyez qu'ici, il va nous rester plus qu'une variable qui est um3, à chaque fois. Voilà. Alors après, je n'ai pas dit que les équations étaient simples à résoudre non plus, puisque vous avez quand même ici des dérivées tierces
et des dérivées secondes systématiquement. Mais ce qui est vraiment important, c'est de retenir que quand vous êtes avec une théorie des plaques de Love-Kirchhoff, plaques minces, eh bien, toutes ces composantes-là ne vont dépendre que de UM3. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir effectivement pour pouvoir entrevoir une simplification des calculs. Alvaro, tu avais une question? Parce que ton micro est ouvert. C'est pour ça que je pose la question. Alvaro, es-tu avec nous? Non, il n'est pas avec nous. Il a son micro ouvert, mais il n'est pas avec nous. Non, ça y est, il vient de le couper. Merci. Alors, l'équation de Navier pour les plaques minces, eh bien, c'est une équation qui va repartir de l'équation de Lagrange, celle qu'on a vue juste à l'instant, là, et qu'on avait vue la dernière fois avec les plaques épaisses. Mais on va combiner ça donc avec l'équation qui liait Q3, et donc, avec les déplacements, c'est-à-dire qu'on va exprimer M1 en fonction des dérivées secondes du déplacement ou des UM3, et on va obtenir du coup une équation totale uniquement en UM3. Voilà, et ça c'est ce qu'on appelle l'équation de Navier des plaques minces. Alors, ce n'est pas une équation très très simple, hein. C'est l'équation qu'il faut résoudre par exemple pour avoir la déformée de la plaque carrée que vous avez ou que vous allez étudier en TP de CE Sol. Donc c'est tellement pas simple que pour pouvoir résoudre cette équation, en fait, on l'approche en général par des séries de Fourier qui permettent effectivement d'obtenir une solution approchée, analytique de notre problème. Donc ici, ça c'est l'équation de Navier. Cette équation de Navier, on va simplifier les termes en mettant ici les termes qui sont dus à la flexion, mais qui sont dus au comportement. On va appeler ça grand D, en fait, c'est EH³ sur 12 facteur de 1 moins mu carré. Donc vous voyez que c'est quelque chose qui est un paramètre de structure, hein, qui prend en compte le matériau, c'est la structure plus le matériau. Vous avez E, donc, qui est le module de Young, le coefficient de Poisson, et H, qui est l'épaisseur de la plaque. Si vous regardez bien ici, vous avez en réalité un double Laplacien. Donc vous avez le Laplacien du Laplacien de UM3 qui est égal à Q3 sur D. Et ça, bah voilà, c'est l'équation de Navier en flexion des plaques minces. Attention, j'insiste sur un point, ça ne vous donne aucune information sur ce qui se passe sur les composantes en membrane, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe sur les composantes des contraintes intégrées, mais dans le plan moyen de la plaque. Donc ça, ce n'est pas une équation que vous allez pouvoir utiliser si vous avez des efforts de membrane, typiquement. C'est vraiment une équation que vous allez pouvoir utiliser que si vous avez, soit vous négligez les efforts de membrane, soit vous n'avez pas d'efforts de membrane. Donc dans le cas du TP, typiquement, on va négliger les efforts de membrane et on va pouvoir donc trouver une solution en résolvant directement l'équation de Navier. Alors, ce qui est marqué là est très important, puisqu'effectivement, il n'existe pas de solution analytique simple à cette équation différentielle. Et donc là, vous êtes obligé d'utiliser ce que vous avez vu en MMEF pour pouvoir résoudre cette équation différentielle. Donc ça peut passer par les opérateurs, et puis bien sûr, ça peut passer par la méthode des éléments finis. Donc voilà pourquoi en TP, vous allez aussi faire des calculs éléments finis sur la plaque carrée soumise à une pression. Donc la pression ici, c'est simplement Q3 fois L3. Alors, on peut encore simplifier les plaques minces si on s'intéresse aux plaques minces, mais circulaires. Donc ce qu'on avait vu dans la deuxième partie. Donc là, ça devient encore plus simple, puisque cette fois-ci, vous n'avez plus qu'un angle qui est θ m alpha, et ce θ m alpha, vous allez pouvoir le remplacer, comme vous négligez le cisaillement transversal, par moins d2m3 sur dr. Donc les contraintes intégrées ne vont s'exprimer plus qu'en fonction de UMR, voilà, et les moments plus qu'en fonction de UM3. Donc vous allez pouvoir aussi déduire aussi Q3R qui va être plus que fonction de du M3. Donc ça c'est assez intéressant. Ça n'a pas changé par rapport à Midline en fait, mais ce qui va changer effectivement c'est tout ce qui est la partie flexion. Eh bien ces composantes-là ne vont dépendre plus que de UM3 dans le cas des plaques minces circulaires. Donc
eh bien, cette équation différentielle, typiquement, eh ben là, elle commence à être résolvable. Je ne dis pas qu'elle est simple, mais elle est quand même résolvable, parce que là, vous voyez, vous n'avez plus qu'un seul paramètre. Vous ne dépendez plus que de UM3, qui lui-même ne dépend plus que de R. Donc là, vous allez pouvoir commencer à faire des résolutions à la main, et c'est l'objet d'un des exercices de TD que vous ferez donc prochainement. Alors, si maintenant on prend l'équation de Navier pour les plaques minces circulaires, eh bien, on repart pareil de l'équation d'équilibre de Lagrange. Et là, on va obtenir en coordonnées cylindriques cette très belle équation, qui est l'équation de Navier, où vous n'avez plus que finalement une seule fonction à déterminer, qui est UM3, et Q3, en fait, c'est votre chargement. Alors, en résumé, hein, cette fonction, c'est la même, hein, c'est le Laplacien du Laplacien de UM3 qui est égal à Q3 sur D. Avec D, c'est pareil, le coefficient de structure, EH³ sur 12, facteur de 1 moins nu carré. Alors, on peut éventuellement, ça peut arriver, on peut connaître Q3R par équilibre statique. En fait, ça s'apparente à la méthode de la coupure fictive, hein, c'est-à-dire qu'on va couper notre plaque suivant, alors attention, on est en plaque cylindrique, hein, donc on va la couper suivant un périmètre. Ensuite, on peut éventuellement équilibrer un morceau de plaque par rapport à notre chargement et on peut éventuellement trouver Q3R par cet équilibre. Et donc, dans ce cas-là, eh bien, on peut réécrire en fait cette équation 1,3 en faisant apparaître non plus Q3, petit Q3, mais directement Q3R. Et donc, ça fait une équation d'un degré moindre à résoudre. Et ici, alors vous aviez en fait la relation de 5, je vous l'ai rappelé là. Et ici, enfin, cette équation-là, il se trouve qu'on connaît la solution analytique de cette équation-là. Donc cette équation-là va nous permettre de déterminer le déplacement de n'importe quelle plaque axisymétrique qui respecte ou pour lesquelles on utilise la théorie de Love-Kirchhoff, c'est-à-dire la théorie des plaques minces. Et donc là, enfin, on trouve une solution analytique qui est donc fonction de R4 pour le terme constant. Ensuite, vous avez une constante fois R carré, plus une constante, une autre fois R carré logarithme népérien de R, plus une constante fois logarithme népérien de R, et enfin une constante toute seule. Donc ça, si vous avez n'importe quelle plaque axisymétrique, c'est-à-dire qu'elle peut être trouée ou non trouée, hein, ça n'a pas d'importance, eh bien vous allez pouvoir donc résoudre directement l'équation différentielle de Navier pour obtenir le déplacement. Donc dans le cas présent, vous n'aurez pas vraiment à la résoudre, puisqu'on vous a déjà donné la solution. Vous aurez simplement à déterminer C1, C2, C3, C4, qui vont dépendre bien sûr des conditions aux limites. Donc, est-ce que votre plaque circulaire est appuyée? Est-ce qu'elle est encastrée? Est-ce que votre plaque circulaire présente un bord libre? Ce qui peut être le cas, par exemple, si vous avez une plaque circulaire qui est trouée. Donc le trou peut être un bord libre, dans ce cas-là, et le périmètre externe peut être un bord appuyé ou un bord encastré. Donc voilà, donc tout ça, ça va être déterminé grâce aux conditions aux limites. Voilà, on a terminé pour aujourd'hui et la prochaine fois, je vous présenterai un calcul d'énergie, cette fois-ci, d'énergie de déformation sur les plaques, et puis surtout, on traitera un exemple ensemble sur une plaque circulaire. Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Pas de questions? Pas pour le moment. Bon, c'est vrai qu'il faut digérer, hein. C'est quand même un peu... c'est pas facile, hein. C'est pas facile, effectivement, ça va un petit peu vite. Donc là, il faut le reprendre calmement. Par exemple, profiter de cet instant jusqu'à midi, voilà, pour reprendre ça, peut-être reposer et voir. N'hésitez pas si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire et je tenterai d'y répondre. Voilà. Bien écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, on s'arrête là et je vous souhaite un très bon appétit. Je vous remercie. Merci, au revoir. Merci, Merci, au revoir. bonne journée. Au revoir.